Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Thérèse Raquin, un roman de Émile Zola. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Le soir, en été, les deux jeunes gens se sauvaient au bord de l'eau. Camille s'irritait des soins incessants de sa mère. Il avait des révoltes, il voulait courir, se rendre malade, échapper aux câlineries qui lui donnaient des nausées. Alors il entraînait Thérèse. Il la provoquait à lutter, à se vautrer sur l'herbe. Un jour, il poussa sa cousine et la fit tomber. La jeune fille se releva d'un bond, avec une sauvagerie de bête, et la face ardente, les yeux rouges, elle se précipita sur lui, les deux bras levés. Camille se laissa glisser à terre. Il avait peur. Les mois, les années s'écoulèrent. Le jour fixé pour le mariage arriva. Madame Raquin prit Thérèse à part, lui parla de son père et de sa mère, lui conta l'histoire de sa naissance. La jeune fille écouta sa tante, puis l'embrassa sans répondre un mot. Le soir, Thérèse, au lieu d'entrer dans sa chambre qui était à gauche de l'escalier, entra dans celle de son cousin, qui était à droite. Ce fut tout le changement qu'il y eut dans sa vie ce jour-là. Et le lendemain, lorsque les jeunes époux descendirent, Camille avait encore sa langueur maladive, sa sainte tranquillité d'égoïste. Thérèse gardait toujours son indifférence douce, son visage contenu, effrayant de calme. Chapitre 3. 8 jours après son mariage, Camille déclara nettement à sa mère qu'il entendait quitter Vernon et aller vivre à Paris. Madame Raquin se récria. Elle avait arrangé son existence. Elle ne voulait point y changer un seul événement. Son fils eut une crise de nerfs. Il la menaça de tomber malade si elle ne cédait pas à son caprice. « Je ne t'ai jamais contrarié dans tes projets, lui dit-il. J'ai épousé ma cousine, j'ai pris toutes les drogues que tu m'as données. C'est bien le moins aujourd'hui que j'ai une volonté que tu sois de mon avis. Nous partirons à la fin du mois. » Madame Raquin ne dormit pas de la nuit. La décision de Camille bouleversait sa vie, et elle cherchait désespérément à se refaire une existence. Peu à peu, le calme se fit en elle. Elle réfléchit que le jeune ménage pouvait avoir des enfants et que sa petite fortune ne suffirait plus alors. Il fallait gagner encore de l'argent, se remettre au commerce, trouver une occupation lucrative pour Thérèse. Le lendemain, elle s'était habituée à l'idée de départ. Elle avait bâti le plan d'une vie nouvelle. Au déjeuner, elle était toute gaie. « Voici ce que nous allons faire, dit-elle à ses enfants. J'irai à Paris demain. Je chercherai un petit fonds de mercerie et nous nous remettrons, Thérèse et moi, à vendre du fil et des aiguilles. Cela nous occupera. Toi, Camille, tu feras ce que tu voudras. Tu te promèneras au soleil ou tu trouveras un emploi. »« Je trouverai un emploi, répondit le jeune homme. La vérité était qu'une ambition bête avait seule poussé Camille au départ. Il voulait être employé dans une grande administration. Il rougissait de plaisir lorsqu'il se voyait en rêve au milieu d'un vaste bureau avec des manches de lustrine, la plume sur l'oreille. Thérèse ne fut pas consultée. Elle avait toujours montré une telle obéissance passive que sa tante et son mari ne prenaient plus la peine de lui demander son opinion. Elle allait où ils allaient. Elle faisait ce qu'ils faisaient. Sans une plainte, sans un reproche, sans même paraître savoir qu'elle changeait de place. Madame Raquin vint à Paris et alla droit au passage du Pont-Neuf. Une vieille demoiselle de Vernon l'avait adressée à une de ses parentes qui tenait dans ce passage un fonds de mercerie dont elle désirait se séparer. L'ancienne mercière trouva la boutique un peu petite, un peu noire. Mais en traversant Paris, elle avait été effrayée par le tapage des rues, par le luxe des étalages. Et cette galerie étroite, ces vitrines modestes lui rappelèrent son ancien magasin, si paisible. Elle put se croire encore en province. Elle respira. Elle pensa que ses chers enfants seraient heureux dans ce coin ignoré. Le prix modeste du fond la décida.
On le lui vendait 2 000 francs. Le loyer de la boutique et du premier étage n'était que de 1200 francs, pardon. Madame Raquin, qui avait près de 4 000 francs d'économie, calcula qu'elle pourrait payer le fonds de la première année de loyer, sans entamer sa fortune. Les appointements de Camille et les bénéfices du commerce de mercerie suffiraient, pensait-elle, aux besoins journaliers. De sorte qu'elle ne toucherait plus ses rentes et qu'elle laisserait grossir le capital pour doter ses petits-enfants. Elle revint rayonnante à Vernon. Elle dit qu'elle avait trouvé une perle, un trou délicieux en plein Paris. Peu à peu, au bout de quelques jours, dans ses causeries du soir, la boutique humide et obscure du passage devint un palais. Elle la revoyait, au fond de ses souvenirs, commode, large, tranquille, pourvue de 1000 avantages inappréciables. « Ah, ma bonne Thérèse, disait-elle, tu verras comme nous serons heureuses dans ce coin-là. Il y a 3 belles chambres en haut, le passage est plein de monde, nous ferons des étalages charmants. Va, nous ne nous ennuierons pas. » Et elle ne tarissait point. Tous ses instincts d'ancienne marchande se réveillaient. Elle donnait à l'avance des conseils à Thérèse sur la vente, sur les achats, sur les roueries du petit commerce. Enfin, la famille quitta la maison du bord de la Seine. Le soir du même jour, elle s'installait au passage du Pont-Neuf. Quand Thérèse entra dans la boutique où elle allait vivre désormais, il lui sembla qu'elle descendait dans la terre grasse d'une fosse. Une sorte d'écœurement la prit à la gorge. Elle eut des frissons de peur. Elle regarda la galerie, sale et humide. Elle visita le magasin, monta au premier étage, fit le tour de chaque pièce. Ces pièces, nues, sans meubles, étaient effrayantes de solitude et de délabrement. La jeune femme ne trouva pas un geste, ne prononça pas une parole. Elle était comme glacée. Sa tante et son mari étaient descendus. Elle s'assit sur une malle, les mains roides, la gorge pleine de sanglots, ne pouvant pleurer. Madame Raquin, en face de la réalité, resta embarrassée, honteuse de ses rêves. Elle chercha à défendre son acquisition. Elle trouvait un remède à chaque nouvel inconvénient qui se présentait, expliquant l'obscurité en disant que le temps était couvert, et concluait en affirmant qu'un coup de balai suffirait. « Bah, répondait Camille, tout cela est très convenable. D'ailleurs, nous ne monterons ici que le soir. Moi, je ne rentrerai pas avant 5 ou 6 heures. Vous deux, vous serez ensemble. Vous ne nous ennuierez pas. » Jamais le jeune homme n'aurait consenti à habiter un pareil taudis, s'il n'avait compté sur les douceurs tièdes de son bureau. Il se disait qu'il aurait chaud tout le jour de son administration et que le soir, il se coucherait de bonne heure. Pendant une grande semaine, la boutique et le logement restèrent en désordre. Dès le premier jour, Thérèse s'était assise derrière le comptoir et elle ne bougeait plus de cette place. Madame Raquin s'étonna de cette attitude affaissée. Elle avait cru que la jeune femme allait chercher à embellir sa demeure, mettre des fleurs sur les fenêtres, demander des papiers neufs, des rideaux, des tapis. Lorsqu'elle proposait une réparation, un embellissement quelconque, à quoi bon ? Répondait tranquillement sa nièce. Nous sommes très bien, nous n'avons pas besoin de luxe. Ce fut Madame Raquin qui dut arranger les chambres et mettre un peu d'ordre dans la boutique. Thérèse finit par s'impatienter à la voir sans cesse tourner devant ses yeux. Elle prit une femme de ménage, elle força sa tante à venir s'asseoir auprès d'elle. Camille resta 1 mois sans pouvoir trouver un emploi. Il venait le moins possible dans la boutique, il flânait toute la journée. L'ennui le prit à tel point qu'il parla de retourner à Vernon. Enfin, il entra dans l'administration du chemin de fer d'Orléans. Il gagnait 100 francs par mois. Son rêve était exaucé. Le matin, il partait à 8 heures. Il descendait la rue Guénégaud et se trouvait sur les quais. Alors, à petits pas, les mains dans les poches, il suivait la scène de l'Institut au Jardin des Plantes.
Cette longue course qu'il faisait 2 fois par jour ne l'ennuyait jamais. Il regardait couler l'eau, il s'arrêtait pour voir passer les trains de bois qui descendaient de la rivière. Il ne pensait à rien. Souvent, il se plantait devant Notre-Dame et contemplait les échafaudages dont l'église, alors en réparation, était entourée. Ces grosses pièces de charpente l'amusaient, sans qu'il sût pourquoi. Puis en passant, il jetait un coup d'œil dans le port de vin. Il comptait les fiacres qui venaient de la gare. Le soir, abruti, la tête pleine de quelque sotte histoire contée à son bureau, il traversait le jardin des plantes. Il allait voir les ours, s'il n'était pas trop pressé. Il restait là une demi-heure, penché au-dessus de la fosse, suivant du regard les ours qui se dandinaient lourdement. Les allures de ces grosses bêtes lui plaisaient. Il les examinait, les lèvres ouvertes, les yeux arrondis, goûtant une joie d'imbécile à les voir se remuer. Il se décidait enfin à rentrer, traînant les pieds, s'occupant des passants, des voitures, des magasins. Dès son arrivée, il mangeait puis se mettait à lire. Il avait acheté les œuvres de Buffon et chaque soir, il se donnait une tache de vin à 30 pages. Malgré l'ennui qu'une pareille lecture lui causait, il lisait encore, en livraison de 10 centimes. L'histoire du consulat et de l'Empire, de Thiers, et l'histoire des Girondins, de Lamartine, ou bien des ouvrages de vulgarisation scientifique. Il croyait travailler à son éducation. Parfois, il forçait sa femme à écouter la lecture de certaines pages, de certaines anecdotes. Il s'étonnait beaucoup que Thérèse pût rester pensive et silencieuse pendant toute une soirée, sans être tentée de prendre un livre. Au fond, il s'avouait que sa femme était d'une pauvre intelligence. Thérèse repoussait les livres avec impatience. Elle préférait demeurer oisive, les yeux fixes, la pensée flottante et perdue. Elle gardait d'ailleurs une humeur égale et facile. Toute sa volonté tendait à faire de son être un instrument passif, d'une complaisance et d'une abnégation suprême. Le commerce allait tout doucement. Les bénéfices chaque mois étaient régulièrement les mêmes. La clientèle se composait des ouvrières du quartier. À chaque 5 minutes, une jeune fille entrait, achetait pour quelques sous de marchandises. Thérèse servait les clientes avec des paroles toujours semblables, avec un sourire qui montait mécaniquement à ses lèvres. Madame Raquin se montrait plus souple, plus bavarde et, à vrai dire, c'est elle qui attirait et retenait la clientèle. Pendant 3 ans, les jours se suivirent et se ressemblèrent. Camille ne s'absenta pas une seule fois de son bureau. Sa mère et sa femme sortirent à peine de la boutique, et Thérèse, vivant dans une ombre humide, dans un silence morne et écrasant, voyait la vie s'étendre devant elle, toute nue, amenant chaque soir la même couche froide et chaque matin la même journée vide. Chapitre 4. Un jour sur 7, le jeudi soir, la famille Raquin recevait. On allumait une grande lampe dans la salle à manger et l'on mettait une bouilloire d'eau au feu pour faire du thé. C'était toute une grosse histoire. Cette soirée-là tranchait sur les autres. Elle avait passé dans les habitudes de la famille comme une orgie bourgeoise, d'une gaieté folle. On se couchait à 11 heures. Madame Raquin retrouva à Paris un de ses vieux amis, le commissaire de police Michaud, qui avait exercé à Vernon pendant 20 ans. Logé dans la même maison que la mercière, une étroite intimité s'était ainsi établie entre eux. Puis, lorsque la veuve avait vendu son fonds pour habiter la maison du bord de l'eau, il s'était peu à peu perdu de vue. Michaud quitta la province quelques mois plus tard et vint manger paisiblement à Paris, rue de Seine, les 1500 francs de sa retraite. Un jour de pluie, il rencontra sa vieille amie dans le passage du Pont-Neuf. Le soir même, il dînait chez les Raquin. Ainsi furent fondées les réceptions du jeudi. L'ancien commissaire de police prit l'habitude de venir ponctuellement 1 fois par semaine. Il finit par amener son fils Olivier, un grand garçon de 30 ans, sec et maigre, qui avait épousé une toute petite femme, lente et maladive,
et Olivier occupait à la préfecture de police un emploi de 3000 francs, dont Camille se montrait singulièrement jaloux. Il était commis principal dans le bureau de police d'ordre et de sûreté. Dès le premier jour, Thérèse détesta ce garçon, roide et froid, qui croyait honorer la boutique du passage en y promenant la sécheresse de son grand corps et les défaillances de sa pauvre petite femme. Camille introduisit un autre invité, un vieil employé de chemin de fer d'Orléans. Grivet avait 20 ans de service. Il était premier commis et gagnait 2000 francs. 2100 francs. C'était lui qui distribuait la besogne aux employés de bureau de Camille, et celui-ci lui témoignait un certain respect. Dans ses rêves, il se disait que Grivet mourrait un jour, qu'il le remplacerait peut-être au bout d'une quinzaine d'années. Grivet fut enchanté de l'accueil de Madame Raquin. Il revint chaque semaine avec une régularité parfaite. 6 mois plus tard, sa visite du jeudi était devenue pour lui un devoir. Il allait au passage du Pont-Neuf, comme il se rendait chaque matin à son bureau, mécaniquement, par un instinct de brute. Dès lors, les réunions devinrent charmantes. À 7 heures, Madame Raquin allumait le feu, mettait la lampe au milieu de la table, posait un jeu de dominos à côté, essuyait le service à thé qui se trouvait sur le buffet. À 8 heures précises, le vieux Michaud et Grivet se rencontraient devant la boutique, venant l'un de la rue de Seine, l'autre de la rue Mazarine. Ils entraient et toute la famille montait au premier étage. On s'asseyait autour de la table, on attendait Olivier Michaud et sa femme, qui arrivaient toujours en retard. Quand la réunion se trouvait au complet, Madame Raquin versait le thé. Camille vidait la boîte de dominos sur la table cirée. Chacun s'enfonçait dans son jeu. On n'entendait plus que le cliquetis des dominos. Après chaque partie, les joueurs se querellaient pendant 2 ou 3 minutes. Puis le silence retombait, morne, coupé de bruit sec. Thérèse jouait avec une indifférence qui irritait Camille. Elle prenait sur elle François, le gros chat tigré que Madame Raquin avait apporté de Vernon. Elle le caressait d'une main, tandis qu'elle posait les dominos de l'autre. Les soirées du jeudi étaient un supplice pour elle. Souvent, elle se plaignait d'un malaise, d'une forte migraine, afin de ne pas jouer, de rester là oisive, à moitié endormie. Un coude sur la table, la joue appuyée sur la paume de la main. Elle regardait les invités de sa tante et de son mari. Elle les voyait à travers une sorte de brouillard jaune et fumeux qui sortait de la lampe. Toutes ces têtes-là l'exaspéraient. Elle allait de l'une à l'autre avec des dégoûts profonds, des irritations sourdes. Le vieux Michaud étalait une face blafarde, tachée de plaques rouges, une de ces faces mortes de vieillard tombé en enfance. Grivet avait le masque étroit, les yeux ronds, les lèvres minces d'un crétin. Olivier, dont les os perçaient les joues, portait gravement sur un corps ridicule une tête roide et insignifiante. Quant à Suzanne, la femme d'Olivier, elle était toute pâle, les yeux vagues, les lèvres blanches, le visage mou. Et Thérèse ne trouvait pas un homme. Pas un être vivant parmi ces créatures grotesques et sinistres avec lesquelles elle était enfermée. Parfois des hallucinations la prenaient. Elle se croyait enfouie au fond d'un caveau, en compagnie de cadavres mécaniques remuant la tête, agitant les jambes et les bras lorsqu'on tirait les ficelles. L'air épais de la salle à manger l'étouffait. Le silence frissonnant, les lueurs jaunâtres de la lampe la pénétraient d'un vague effroi, d'une angoisse inexprimable. On avait posé en bas, à la porte du magasin, une sonnette dont le tintement aigu annonçait l'entrée des clientes. Thérèse tendait l'oreille lorsque la sonnette se faisait entendre. Elle descendait rapidement, soulagée, heureuse de quitter la salle à manger. Elle servait la pratique avec lenteur. Quand elle se trouvait seule, elle s'asseyait derrière le comptoir. Elle demeurait là le plus longtemps possible, redoutant de remonter. Goûtant une véritable joie à ne plus avoir Olivier et Grivet devant les yeux. L'air humide de la boutique calmait la fièvre qui brûlait ses mains. Et elle retombait
dans cette rêverie grave qui lui était ordinaire. Mais elle ne pouvait rester longtemps ainsi. Camille se fâchait de son absence et ne comprenait pas qu'on pût préférer la boutique à la salle à manger. Le jeudi soir, alors, il se penchait sur la rampe, cherchait sa femme du regard. « Eh bien, criait-il, que fais-tu donc là? Pourquoi ne montes-tu pas ?» Grivet a une chance du diable, il vient encore de gagner. La jeune femme se levait péniblement et venait reprendre sa place en face du vieux Michaud, dont les lèvres pendantes avaient des sourires écœurants. Et jusqu'à 11 heures, elle demeurait affaissée sur sa chaise, regardant François, qu'elle tenait dans ses bras pour ne pas avoir les poupées de carton qui grimaçaient autour d'elle. Chapitre 5. Un jeudi, en revenant de son bureau, Camille amena avec lui un grand gaillard, carré des épaules, qu'il poussa dans la boutique d'un geste familier. « Mère, demanda-t-il à madame Raquin, en lui montrant, « reconnais-tu ce monsieur-là » La vieille mercière regarda le grand gaillot, chercha dans ses souvenirs et ne trouva rien. Thérèse suivait cette scène d'un air placide. « Comment, reprit Camille, tu ne reconnais pas Laurent, le petit Laurent, le fils du père Laurent, qui a de si beaux champs de blé du côté de Jeufosse? Tu te rappelles pas? J'allais à l'école avec lui. Il venait me chercher le matin en sortant de chez son oncle, qui était notre voisin, et tu lui donnais des tartines de confiture. » Madame Raquin se souvint brusquement du petit Laurent, qu'elle trouva singulièrement grandi. Il y avait bien 20 ans qu'elle ne l'avait vu. Elle voulut lui faire oublier son accueil étonné par un flot de souvenirs, par des cajoleries toutes maternelles. Laurent s'était assis, il souriait paisiblement. Il répondait d'une voix claire, il promenait autour de lui des regards calmes et aisés. « Figurez-vous, dit Camille, que ce farceur-là est employé à la gare du chemin de fer d'Orléans depuis 18 mois et que nous ne nous sommes jamais rencontrés ni reconnus avant ce soir. C'est si vaste, si important cette administration. » Le jeune homme fit cette remarque en agrandissant les yeux, en pinçant les lèvres, tout fier d'être l'humble rouage d'une grosse machine. Il continua en secouant la tête. « Oh, mais lui, il se porte bien. Il a étudié. Il gagne déjà 1500 francs. Son père l'a mis au collège. Il a fait son droit et a appris la peinture. N'est-ce pas, Laurent? Tu vas dîner avec nous? » « Je veux bien, répondit carrément Laurent. Il se débarrassa de son chapeau et s'installa dans la boutique. Madame Raquin courut à ses casseroles. Thérèse, qui n'avait pas encore prononcé une parole, regardait le nouveau venu. Elle n'avait jamais vu un homme. Laurent, grand, fort, le visage frais, l'étonnait. Elle contemplait avec une sorte d'admiration son front bas, planté d'une rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres rouges, sa face régulière, d'une beauté sanguine. Elle arrêta un instant ses regards sur son cou. Ce cou était large et court, gras et puissant. Puis elle s'oublia à considérer les grosses mains qu'il tenait étalées sur ses genoux. Les doigts en étaient carrés. Le poing fermé devait être énorme et aurait pu assommer un bœuf. Laurent était un vrai fils de paysan. D'allure un peu lourde, le dos bombé, les mouvements lents et précis, l'air tranquille et entêté, on sentait tous ses vêtements des muscles ronds et développés, tout un corps d'une chair épaisse et ferme. Et Thérèse l'examinait avec curiosité, allant de ses poings à sa face, éprouvant des petits frissons lorsque ses yeux rencontraient son cou de taureau. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.